Pendant des millénaires, l'humanité a raconté des histoires de mondes engloutis, des civilisations entières disparues sous les flots, emportant avec elles leurs connaissances, leurs temples, leurs secrets. Mais que reste-t-il de ces récits dans notre mémoire collective? Des mythes, des légendes, des noms qui résonnent comme des échos venus d'un passé inaccessible. Lémuria, Mu, Atlantide. On les a rangés dans la case des fantasmes, des inventions romantiques du XIXe siècle. Pourtant, sous les océans, dans les jungles oubliées, au fond des déserts, des traces subsistent, des structures qui ne devraient pas exister, des cartes qui montrent des terres disparues, des textes anciens qui décrivent des catastrophes d'une ampleur inimaginable. Que s'est-il vraiment passé avant que l'histoire officielle ne commence? Pourquoi tant de cultures, séparées par des océans et des millénaires, racontent-elles la même chose? Un déluge universel, des continents engloutis, des survivants qui ont dû tout reconstruire. Et surtout, pourquoi ces récits sont-ils systématiquement écartés par la science académique, reléguant au rang de curiosité folklorique ce qui pourrait être la mémoire fragmentée d'événements réels? L'histoire que nous connaissons commence il y a environ 5000 ans, avec Sumer et l'Égypte. Tout ce qui précède est considéré comme préhistoire, un âge de pierre peuplé de chasseurs-cueilleurs. Mais cette vision linéaire, rassurante, commence à se fissurer. Des découvertes archéologiques bouleversent ce schéma simple. Des sites comme Göbekli Tepe en Turquie, vieux de 11 000 ans, montrent une sophistication architecturale qui ne devrait pas exister à cette époque. Des cartes médiévales, comme celle de Piri Reis datée de 1513, reproduisent avec une précision troublante des côtes antarctiques qui n'auraient pas dû être connues avant le XXe siècle. Des structures mégalithiques, du Japon au Pérou, défient nos connaissances en ingénierie. Ces anomalies ne sont pas isolées. Elles forment un réseau de questions sans réponse, un puzzle dont les pièces refusent de s'assembler selon le récit officiel. Et au centre de ce puzzle se trouvent 3 noms: Lémuria, Mu et Atlantide, 3 continents perdus, 3 civilisations englouties. 3 mythes qui, peut-être, ne sont pas que des mythes. La Lémuria était née d'une question scientifique légitime. À la fin du XIXe siècle, les naturalistes observaient une distribution étrange de certaines espèces animales. Les Lémuriens, ces primates primitifs, se trouvaient à Madagascar, en Inde et en Asie du Sud-Est, mais nulle part entre ces régions. Comment expliquer cette répartition géographique sans invoquer un lien terrestre disparu? En 1864, le zoologiste britannique Philip Sclater proposa une solution audacieuse. Un continent aujourd'hui submergé, qu'il baptisa Lémuria, aurait autrefois relié ces terres. L'idée fut prise au sérieux par la communauté scientifique de l'époque. Ernst Haeckel, le célèbre biologiste allemand, l'intégra dans ses théories sur l'évolution humaine. Il suggéra même que la Lémuria pourrait avoir été le berceau de l'humanité, le jardin d'Éden originel. Alfred Russel Wallace, co-découvreur de la théorie de l'évolution avec Darwin, discuta longuement de cette hypothèse. La Lémuria devint un sujet acceptable dans les cercles académiques, une explication plausible à des énigmes zoologiques. Puis vint la révolution de la tectonique des plaques. Dans les années 60, la science moderne expliqua les distributions animales par la dérive des continents, sans besoin d'un continent englouti. L'Inde et Madagascar faisaient autrefois partie du supercontinent Gondwana, avant de se séparer. La Lémuria scientifique mourut ainsi, remplacée par une explication plus élégante. Mais entre-temps, le concept avait échappé au laboratoire pour entrer dans un autre monde, celui de l'ésotérisme et de la théosophie. Helena Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique, s'empara du concept dans son œuvre monumentale, La doctrine secrète, publiée en 1888. Pour elle, la Lémuria n'était pas seulement un pont terrestre, mais le foyer d'une race humaine ancienne, la 3e dans une succession de civilisations perdues. Ces Lémuriens, selon Blavatsky, étaient des êtres géants, hermaphrodites au début,
qui développèrent progressivement des corps physiques. Ils possédaient des capacités psychiques extraordinaires, communiquaient par télépathie et vivaient en harmonie avec les forces naturelles. Cette vision ésotérique transforma la Lémuria en un paradis perdu, un âge d'or spirituel détruit par des cataclysmes. Blavatsky situait ce continent dans l'océan Pacifique, s'étendant de l'actuel Sri Lanka jusqu'à l'île de Pâques. Elle affirmait avoir consulté d'anciens manuscrits tibétains, les stances de Dzyan, qui décrivaient l'histoire cachée de l'humanité. Bien que ces textes n'aient jamais été produits et que leur existence reste douteuse, l'influence de Blavatsky fut immense. Elle créa un mythe moderne qui allait inspirer des générations d'occultistes, d'écrivains et de chercheurs alternatifs. Le mouvement théosophique se répandit rapidement en Europe et en Amérique. Des cercles entiers se formèrent autour de l'idée que l'humanité possédait un passé glorieux oublié, que des civilisations avancées avaient précédé les nôtres et que leurs connaissances survivaient dans des traditions ésotériques. La Lémuria devint un symbole, une métaphore de tout ce que la modernité avait perdu. La connexion spirituelle, la sagesse ancienne, l'harmonie avec la nature. Mais au-delà des spéculations ésotériques, des traditions orales dans tout le Pacifique parlent effectivement de terres englouties. Les légendes polynésiennes mentionnent Hawaiki, une terre ancestrale submergée d'où proviennent tous les peuples du Pacifique. Les aborigènes australiens ont des récits de ponts terrestres disparus qui reliaient autrefois leur continent à la Tasmanie et à d'autres îles. Ces traditions, transmises oralement pendant des millénaires, décrivent des montées des eaux qui correspondent géologiquement à la fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans. À cette époque, le niveau des mers était environ 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Des plateaux continentaux aujourd'hui submergés étaient alors des terres habitables. La sonde, reliant l'Asie du Sud-Est à l'Indonésie et aux Philippines, formait un vaste territoire appelé Sandaland. Lorsque les glaciers fondirent, ces terres furent progressivement englouties, forçant les populations à migrer. Cette réalité géologique donne un fondement scientifique aux légendes de terre perdue. En 1995, une découverte remarquable fut faite au large de l'île japonaise de Yonaguni. Des plongeurs découvrirent des structures sous-marines massives. Des terrasses, des escaliers, des blocs taillés à angle droit, formant ce qui ressemble à un complexe architectural. Le monument principal mesure environ 50 mètres de long et 25 mètres de large. Certains chercheurs, comme le géologue Masaki Kimura de l'université de Ryukyu, affirment qu'il s'agit de structures artificielles datant de 10 000 ans, avant la montée des eaux. D'autres scientifiques, comme Robert Schoch de l'université de Boston, pensent qu'il s'agit de formations naturelles modifiées par l'homme. Le débat continue, mais une chose est claire. Ces structures ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons dans la région. Si elles sont artificielles, elles précèdent de plusieurs millénaires les premières civilisations japonaises connues. Si elles sont naturelles mais modifiées, cela implique une présence humaine sophistiquée à une époque où, selon l'histoire officielle, seuls des chasseurs-cueilleurs peuplaient ces îles. D'autres sites sous-marins intriguent les chercheurs. Au large des côtes indiennes, près de Dwarka et Mahabalipuram, des plongeurs ont découvert des ruines submergées, des murs, des pavés, des sculptures. Les textes hindous anciens, notamment le Mahabharata, parlent de villes côtières englouties par les flots. La ville de Krishna, Dwarka, aurait été submergée après sa mort, il y a environ 5000 ans selon la tradition. Les structures découvertes correspondent à cette période, suggérant que certains récits mythologiques pourraient avoir un fondement historique. Ces découvertes remettent en question notre chronologie. Si des civilisations côtières prospéraient il y a plus de 10 000 ans, quand les mers étaient à rate plus basse, et si elles furent englouties par la montée des eaux, alors des pans entiers de l'histoire humaine ont littéralement disparu sous les flots. La Lémuria, dans ce contexte, n'est peut-être pas un continent perdu, mais un ensemble de terres habitées, aujourd'hui submergées, dont le souvenir persiste dans les mythes. Le continent de Mu partage avec la Lémuria une origine confuse entre science et mystique.
mais son histoire est encore plus controversée. C'est James Churchward, un officier et écrivain britannique qui popularisa le mythe de Mu dans une série de livres publiés entre 1926 et 1931. Selon Churchward, Mu était un vaste continent dans l'océan Pacifique, berceau d'une civilisation avancée qui aurait existé il y a 50 000 ans. Churchward affirmait avoir découvert l'existence de Mu grâce à des tablettes anciennes qu'il aurait consultées en Inde, dans un temple secret. Ces tablettes, écrites dans une langue oubliée appelée Nakal, racontaient l'histoire de Mu, sa grandeur et sa destruction. La civilisation de Mu aurait maîtrisé des technologies avancées, construit des villes magnifiques et essaimé dans le monde entier, fondant les grandes cultures d'Égypte, de Mésopotamie, d'Inde et d'Amérique. Mu aurait été détruite par une catastrophe volcanique et tectonique titanesque, s'enfonçant dans les profondeurs en une nuit de feu et d'eau. Comme pour les stances de Dzian de Blavatsky, les tablettes de Churchward n'ont jamais été produites. Aucun linguiste n'a pu vérifier l'existence de la langue Nahakal. Aucun temple indien ne conserve de traces de ces documents. La communauté académique considère les travaux de Churchward comme de la pure fiction, un mélange de spéculation théosophique et d'imagination débridée. Pourtant, ces livres connurent un succès considérable et influencèrent durablement la culture populaire. Churchward situait Mu dans le Pacifique, s'étendant de l'île de Pâques à l'ouest jusqu'aux Mariannes à l'est et de Hawaï au nord jusqu'aux îles Marquises au sud. Cette localisation fait écho aux traditions polynésiennes qui parlent de Hawaii. Mais Churchward alla beaucoup plus loin, attribuant à Mu une superficie de 5000 km d'est en ouest et de 3000 du nord au sud. Un continent de cette taille aurait abrité 64 millions d'habitants, selon ses calculs fantaisistes. La géologie moderne a définitivement réfuté l'existence d'un tel continent dans le Pacifique. Les fonds océaniques ont été cartographiés avec précision et aucune trace d'un plateau continental englouti de cette ampleur n'existe. Le plancher océanique du Pacifique est composé de croûte océanique basaltique qui ne peut pas s'enfoncer soudainement comme le décrit Churchward. Les îles du Pacifique sont d'origine volcanique, formées par des points chauds ou des arcs volcaniques, non des fragments d'un continent disparu. Cependant, comme pour la Lémuria, le mythe de Mu touche à quelque chose de réel. La mémoire collective de terre perdue. Les peuples du Pacifique possèdent effectivement des traditions orales parlant de territoires submergés. Les Maoris de Nouvelle-Zélande évoquent Hawaii, terre d'origine de leurs ancêtres. Les Polynésiens ont des récits de migration forcée par la montée des eaux. Ces traditions pourraient refléter la réalité de la fin de l'ère glaciaire, quand les océans montèrent de plus de 100 mètres en quelques millénaires. L'île de Pâques, ou Rapa Nui, occupe une place centrale dans le mythe de Mu. Churchward la considérait comme l'un des derniers vestiges du continent perdu. Et il est vrai que cette île minuscule, perdue au milieu du Pacifique, pose des énigmes remarquables. Ces célèbres statues Moai, au nombre de près de 900, témoignent d'une civilisation qui atteignit un niveau de sophistication étonnant dans un environnement isolé et limité en ressources. Les Moai, sculptés dans le tuf volcanique, pèsent en moyenne 14 tonnes, certains atteignant 80 tonnes. Leur transport depuis la carrière de Rano Raraku jusqu'aux plateformes côtières, sur des distances parfois supérieures à 15 km, représente un exploit technique considérable. Comment une population insulaire, sans métaux ni animaux de trait, a-t-elle réalisé cela? Les archéologues ont proposé diverses méthodes. Traîneaux de bois, cordes, bascules. Des expériences ont montré que ces techniques sont possibles, mais requièrent une organisation sociale complexe et des ressources importantes en bois et en nourriture. L'île elle-même fut habitée vers 800 après Jésus-Christ par des Polynésiens venus probablement des Marquises. Ils développèrent une culture unique, avec une écriture non déchiffrée, le rongo-rongo, et un système religieux centré sur le culte des ancêtres. Puis, vers 1600, la société s'effondra. Les guerres tribales se multiplièrent.
Les Moai furent renversés, la population chuta dramatiquement. Lorsque les Européens arrivèrent en 1722, ils trouvèrent une population appauvrie, vivant dans des grottes sur une île déforestée. Cet effondrement écologique est souvent cité comme un avertissement. Une civilisation qui épuise ses ressources se condamne. Les Pascoans coupèrent progressivement tous leurs arbres pour transporter les Moai, construire des pirogues et se chauffer. Sans bois, ils ne pouvaient plus pêcher en haute mer ni quitter l'île. Le sol s'éroda, les récoltes diminuèrent. La société se fragmenta. C'est une tragédie à petite échelle, mais qui résonne avec nos préoccupations contemporaines sur l'environnement. Pourtant, Rapa Nui garde des secrets. Son écriture Rongo Rongo, inscrite sur une vingtaine de tablettes survivantes, n'a jamais été vraiment déchiffrée. Les tentatives de traduction restent spéculatives. Cette écriture est unique en Océanie, sans lien clair avec d'autres systèmes d'écriture polynésiens. D'où vient-elle ? Est-ce une invention locale ? Ou y a-t-il eu un contact avec une autre culture ? Certains voient dans ces glyphes des similitudes avec l'écriture de la vallée de l'Indus. Mais ces comparaisons sont très contestées. Le mythe de Mu s'est nourri de ces mystères. Churchward voyait dans Rapa Nui la preuve d'une civilisation ancienne disparue, dont l'île ne serait qu'un fragment. Mais la réalité est plus prosaïque et peut-être plus fascinante. Rapa Nui montre comment des humains, dans un environnement isolé et contraint, ont développé une culture complexe et unique avant de connaître un effondrement provoqué par leurs propres actions. D'autres structures dans le Pacifique alimentent l'imaginaire. L'ancienne cité de Nan Madol, en Micronésie, sur l'île de Pohnpei, est souvent citée comme une preuve de civilisation perdue. Construite entre 1200 et 1600 après Jésus-Christ, Nan Madol est un ensemble de 92 îlots artificiels, reliés par des canaux, formant une sorte de Venise du Pacifique. Les structures sont bâties en basalte, avec des blocs de plusieurs tonnes empilés sans mortier. L'ampleur du site est impressionnante. Les murs atteignent 15 mètres de haut par endroit. Le poids total des pierres utilisées est estimé à 750 000 tonnes. Comment la dynastie Sodler, qui régna sur Pohnpei, a-t-elle accompli cela ? Les légendes locales parlent de magie, de pierres qui volèrent dans les airs. La réalité implique une organisation sociale hiérarchisée, capable de mobiliser des milliers de travailleurs sur plusieurs générations. Nan Madol n'est pas un vestige de Mu, mais elle illustre les capacités des peuples océaniens à réaliser des œuvres monumentales. Ces accomplissements ne nécessitent pas l'intervention de civilisations perdues ou d'extraterrestres. Ils témoignent de l'ingéniosité humaine, de la volonté des élites de manifester leur pouvoir et de la capacité des sociétés anciennes à coordonner des efforts colossaux. Cependant, les mythes de Mu et de la Lémuria posent une question plus profonde. Pourquoi tant de cultures possèdent-elles des récits de cataclysmes aquatiques ? Les traditions du Pacifique ne sont pas isolées. Les Amérindiens parlent de déluge. Les Mésopotamiens ont l'épopée de Gilgamesh. Les Hébreux ont Noé. Les Grecs ont Deucalion. Les Hindous ont Manu. Les légendes chinoises évoquent un déluge universel. Partout sur la planète, on raconte la même histoire. Un monde ancien détruit par les eaux, quelques survivants qui reconstruisent. Ce motif universel du déluge a fasciné les chercheurs depuis des siècles. Pour les fondamentalistes religieux, c'était la preuve de la véracité du récit biblique. Pour les géologues du XIXe siècle, cela posait question. Des preuves d'inondations massives existent effectivement dans les archives géologiques, mais pas d'un déluge global, couvrant toute la Terre en une fois. L'explication moderne est plus nuancée et multiple. La fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans, provoqua une montée drastique du niveau des mers. Les calottes glaciaires qui couvraient l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord fondirent progressivement, libérant d'immenses volumes d'eau. Le niveau des océans monta de 100 à 130 mètres sur plusieurs millénaires. Ce processus ne fut pas uniforme. Il y eut des phases d'accélération rapide,
notamment vers 9600 avant Jésus-Christ, quand d'énormes lacs glaciaires se vidèrent brusquement dans les océans. Un événement particulier retient l'attention. L'ouverture du Bosphore et la formation de la mer Noire telle que nous la connaissons. Avant 7600 ans environ, la mer Noire était un lac d'eau douce, isolé de la Méditerranée. Puis, sous la pression de la montée des eaux méditerranéennes, le Bosphore céda. Un déluge d'eau salée se déversa dans le bassin de la mer Noire pendant des mois, élevant son niveau de plus de 100 mètres et noyant des milliers de kilomètres carrés de terres côtières habitées. Les géologues William Ryan et Walter Pittman de l'Université Columbia ont proposé en 1997 que cet événement catastrophique pourrait être à l'origine du mythe du déluge dans les cultures mésopotamiennes et hébraïques. Les populations qui vivaient sur les rives du lac auraient été forcées de fuir précipitamment, emportant avec elles le souvenir traumatique d'une inondation soudaine et dévastatrice. Ce souvenir aurait été transmis oralement pendant des millénaires avant d'être consigné dans les textes comme l'épopée de Gilgamesh et la Genèse. Cette théorie est séduisante mais débattue. D'autres chercheurs pensent que le remplissage de la mer Noire fut plus graduel, moins catastrophique. Des preuves archéologiques de colonies submergées ont été trouvées sous les eaux de la mer Noire, mais leur datation et leur interprétation restent controversées. Quoi qu'il en soit, il est clair que la montée des mers à la fin de l'ère glaciaire a profondément affecté les populations humaines, forçant des migrations massives et noyant d'immenses territoires. Ces territoires submergés étaient-ils le siège de civilisations avancées ? C'est la question cruciale. L'archéologie orthodoxe considère qu'avant environ 6000 ans, les sociétés humaines étaient essentiellement des groupes de chasseurs-cueilleurs ou des agriculteurs néolithiques, sans écriture ni architecture monumentale. Les premières cités apparaissent en Mésopotamie et en Égypte vers 3500 avant Jésus-Christ. Tout ce qui précède est considéré comme primitif. Mais cette vision est remise en cause par des découvertes récentes. Göbekli Tepe, en Turquie du Sud-Est, bouleverse cette chronologie. Découvert en 1994 et fouillé par Klaus Schmidt jusqu'à sa mort en 1914, ce site est daté d'environ 9600 avant Jésus-Christ. C'est un complexe de structures circulaires en pierre, avec des piliers en T pesant jusqu'à 16 tonnes, ornés de bas-reliefs représentant des animaux, serpents, renards, sangliers, lions, vautours. Göbekli Tepe ne montre aucun signe d'habitation permanente. Pas de foyer, pas de déchets domestiques. C'était apparemment un centre cérémoniel, un lieu de culte. Les chasseurs-cueilleurs de la région se rassemblaient ici pour des rituels. Mais comment des chasseurs-cueilleurs, supposés vivre en petits groupes mobiles, ont-ils pu organiser la construction de tels monuments ? Cela nécessitait une coordination sociale complexe, une capacité à mobiliser de la main-d'œuvre et à nourrir de grandes assemblées. Klaus Schmidt suggéra que Göbekli Tepe pourrait être le moteur de la révolution néolithique dans la région. La nécessité de nourrir les constructeurs aurait incité à développer l'agriculture. La religion aurait précédé l'agriculture, non l'inverse. Cette idée renverse notre compréhension traditionnelle. On pensait que l'agriculture permettait la sédentarisation, qui permettait la construction de temples. Göbekli Tepe suggère que c'est le désir de construire des lieux de culte qui a poussé au développement de l'agriculture. D'autres sites anciens posent des questions similaires. Çatalhöyük, également en Turquie, est une grande colonie néolithique datée de 7500 à 5800 avant Jésus-Christ. Elle abritait jusqu'à 10 000 personnes vivant dans des maisons de briques crues serrées les unes contre les autres, sans rue. L'accès se faisait par des échelles et des toits. Les maisons étaient ornées de peintures murales et de sculptures, montrant des scènes de chasse et des symboles religieux. Çatalhöyük montre une société complexe, avec des spécialisations artisanales, un commerce à longue distance, obsidienne, coquillages, et des pratiques religieuses élaborées. Tout cela bien avant les premières dynasties égyptiennes ou sumériennes. Si de telles sociétés existaient il y a 9000 ans dans les hautes terres d'Anatolie, qu'existait-il sur les côtes ?
dans les vallées fertiles aujourd'hui submergées. Les plateaux continentaux submergés représentent environ 20 millions de kilomètres carrés de terre perdue. Ces zones étaient souvent les plus fertiles, proches des rivières et des ressources marines. Elles auraient été des lieux privilégiés pour les implantations humaines. Si des sociétés complexes y vivaient, leurs vestiges reposent désormais sous des dizaines de mètres d'eau, inaccessibles ou à peine explorés. L'exploration sous-marine est coûteuse et difficile. Les technologies de cartographie des fonds marins ont fait des progrès énormes, mais scruter systématiquement les plateaux continentaux pour y trouver des structures artificielles reste un défi immense. Quelques découvertes fortuites ont été faites. Au large de Cuba, en 2000, des sonars ont détecté ce qui ressemblait à des structures régulières à 700 mètres de profondeur. Des images floues ont montré ce qui pourrait être des blocs taillés, des pyramides, des places. Mais les investigations ultérieures ont été limitées, et le site reste largement inexploré et controversé. Au large de l'Inde, dans le golfe de Cambay, aujourd'hui golfe de Cambat, des découvertes similaires ont été annoncées en 2001. Des structures géométriques, des morceaux de bois, des céramiques auraient été trouvés à des profondeurs suggérant une grande ancienneté. Certains artefacts auraient été datés au carbone 14 à 9500 ans, mais ces résultats sont contestés. Les courants marins dans le golfe charrignent beaucoup de sédiments et de débris, compliquant l'interprétation. Ces découvertes controversées soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Sont-elles des preuves de cités antédiluviennes ou des anomalies géologiques mal comprises? La prudence scientifique impose de rester sceptique tant que des preuves solides et reproductibles ne sont pas établies. Mais elle rappelle aussi que les océans cachent encore beaucoup de secrets. Atlantide est le plus célèbre de tous les continents perdus, et paradoxalement, le seul qui possède une source historique explicite. Platon, dans ses dialogues Timée et Critias, écrit vers 360 avant Jésus-Christ, raconte l'histoire d'Atlantide. Selon lui, cet île-continent existait au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire au-delà du détroit de Gibraltar. Atlantide était une puissance maritime formidable, régnant sur une vaste étendue. Elle tenta de conquérir Athènes et l'Égypte, mais fut repoussée par les Athéniens. Puis, en un jour et une nuit de catastrophe, Atlantide fut engloutie par les flots. Platon situe cette catastrophe 9000 ans avant Solon, soit environ 9600 avant Jésus-Christ. Cela correspondrait à la fin de l'ère glaciaire, au grand changement climatique. Mais Platon présentait-il Atlantide comme un fait historique ou comme une allégorie philosophique? Les spécialistes débattent de cette question depuis 2400 ans. Dans Timée, Platon affirme que l'histoire lui fut rapportée par Critias, qui la tenait de son grand-père, qui lui-même la tenait de Solon, le législateur athénien. Solon aurait entendu ce récit de prêtres égyptiens lors de son voyage en Égypte. Ces prêtres, gardiens de mémoire millénaires, lui auraient raconté comment Athènes, 9000 ans auparavant, avait repoussé l'invasion atlante. Platon décrit Atlantide avec un luxe de détails. L'île était divisée en anneaux concentriques d'eau et de terre. Au centre se dressait le palais royal, entouré de murailles d'orichalque, un métal mystérieux qui brillait comme le feu. La cité possédait des temples magnifiques, des ports immenses, des canaux, des fontaines chaudes et froides. Les Atlantes étaient riches et puissants, maîtrisant des technologies avancées. Mais leur orgueil et leur corruption entraînèrent la colère des dieux, et Poséidon détruisit l'île. Cette description est-elle historique? La plupart des historiens modernes pensent que non. Atlantide serait une invention de Platon, un mythe destiné à illustrer ses théories politiques sur la décadence des États et la nécessité de la vertu. Dans La République, Platon décrit déjà une cité idéale. Atlantide, dans Critias, serait l'inverse, une cité qui part d'un idéal, mais se corrompt, servant d'avertissement. Cependant, certains chercheurs pensent que Platon pourrait avoir fondé son récit sur des traditions réelles concernant des catastrophes anciennes. Plusieurs candidats géographiques
ont été proposés pour localiser Atlantide. La Crète et l'archipel de Santorin sont les plus populaires. Vers 1600 avant Jésus-Christ, l'île de Terra, Santorin, connut une éruption volcanique cataclysmique, l'une des plus violentes de l'histoire humaine. L'explosion détruisit le centre de l'île, créant la caldeira actuelle et provoqua un tsunami dévastateur qui ravagea les côtes de la Méditerranée orientale. Cette éruption coïncide avec le déclin de la civilisation minoenne en Crète. Les Minoans, centrés sur le palais de Knossos, étaient une puissance maritime dominante en Méditerranée orientale. Leurs villes possédèrent des palais complexes, des fresques magnifiques, un système d'écriture non déchiffré, le linéaire A. Après l'éruption de Terra, la civilisation minoenne déclina rapidement, peut-être affaiblie par les tsunamis et les retombées de cendres. Cette catastrophe réelle a pu inspirer le mythe d'Atlantide. Platon aurait pu entendre des récits sur la destruction de Terra et les assimiler à son récit philosophique. Mais il y a des problèmes avec cette identification. Platon situe Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule. Dans l'Atlantique, pas en Méditerranée. Il date la catastrophe à 9000 ans avant Solon, pas à 1500 ans. Et la civilisation minoenne, bien que remarquable, n'avait pas l'ampleur d'un empire menaçant Athènes et l'Égypte. D'autres localisations ont été proposées. Certains cherchent Atlantide en Atlantique, près des Açores ou des Canaries. Les Açores sont un archipel volcanique au milieu de l'Atlantique, sur la dorsale médio-atlantique. Des géologues ont spéculé que des terres émergées plus vastes auraient pu exister là avant d'être submergées. Mais la géologie ne soutient pas cette hypothèse. La dorsale médio-atlantique est une zone de création de croûte océanique, non de submersion continentale. L'Antarctique a même été proposée, notamment par Charles Hapgood dans sa théorie du déplacement de l'écorce terrestre. Hapgood suggéra que l'écorce terrestre aurait pu glisser sur le manteau, déplaçant rapidement les continents. L'Antarctique, autrefois tempéré, aurait été précipité vers le pôle sud, causant son englacement. Cette théorie a été rejetée par la communauté géophysique, car elle n'a aucune base dans la mécanique des plaques tectoniques. La carte de Piri Reis, dessinée en 1513 par l'amiral ottoman Piri Reis, montre une côte méridionale qui ressemble à l'Antarctique sans glace. Charles Hapgood et d'autres ont suggéré que cette carte aurait été copiée de sources plus anciennes, datant d'avant l'englacement. Mais les experts modernes pensent que Piri Reis a simplement mal interprété les côtes d'Amérique du Sud, prolongeant la ligne côtière vers le sud de manière spéculative. L'Antarctique ne fut découvert qu'en 1820 et cartographié sans glace seulement au XXe siècle grâce au radar. Malgré l'absence de preuves concluantes, Atlantide continue de fasciner. Des centaines de livres, de films, de documentaires explorent le mythe. Pourquoi cette obsession ? Peut-être parce qu'Atlantide symbolise quelque chose de profond dans la psyché humaine. L'idée qu'il a existé un âge d'or, une civilisation parfaite détruite par son propre orgueil. C'est un récit d'avertissement, une parabole sur la fragilité des civilisations, pertinente à toutes les époques. Les mythes de civilisation antédiluvienne ne se limitent pas à l'Occident. Les traditions hindoues parlent de cycles cosmiques, de création et destruction successives du monde. Les Puranas décrivent des âges appelés yugas, durant des millions d'années. Dans ces récits, des civilisations avancées existent, puis sont détruites par des cataclysmes, avant qu'un nouveau cycle ne commence. Le Mahabharata, l'épopée sanskrite composée entre 400 avant et 400 après Jésus-Christ, contient des descriptions étranges qui ont frappé certains lecteurs. Des passages évoquent des armes dévastatrices, des vimanas, véhicules volants, des guerres qui ravagent le monde. Certains ont interprété ces passages comme des souvenirs déformés de technologies anciennes, voire de guerres nucléaires préhistoriques. Cette interprétation est très controversée et rejetée par les spécialistes, qui y voient des métaphores poétiques et mythologiques, non des descriptions littérales. Cependant, l'Inde possède des sites archéologiques qui posent de vraies questions. Mohenjo-Daro et Harappa, dans la vallée de l'Indus, furent des cités florissantes entre 2600 et 1900
avant Jésus-Christ. Ces villes montrent une planification urbaine sophistiquée. Rues en damier, système de drainage, bains publics. L'écriture de l'Indus reste indéchiffrée, malgré des décennies d'efforts. Ces civilisations déclinèrent mystérieusement vers 1900 avant Jésus-Christ, peut-être à cause de changements climatiques ou d'invasions. Des théories marginales ont suggéré que Mohenjo-Daro aurait été détruite par une explosion nucléaire, citant des squelettes retrouvés dans les rues, des traces de vitrification et de haute radiation. Ces affirmations ont été démontées. Les squelettes proviennent de périodes différentes. Il n'y a pas de vitrification ni de radiation anormale. La ville déclina progressivement, non soudainement. Mais ces mythes modernes montrent comment des découvertes archéologiques peuvent être réinterprétées pour soutenir des hypothèses sensationnalistes. Les traditions amérindiennes possèdent aussi des récits de déluges et de mondes antérieurs. Les Hopis parlent de 4 mondes successifs, chacun détruit par un cataclysme. Nous vivons dans le 4e monde. Les précédents furent anéantis par le feu, la glace et l'eau. Ces récits ressemblent aux cycles hindous et aux traditions mondiales de catastrophes répétées. En Amérique du Sud, les légendes incas mentionnent Viracocha, un dieu créateur venu de la mer, qui enseigna la civilisation aux peuples andins avant de repartir vers l'océan. Des traditions similaires existent dans toute l'Amérique. Quetzalcoatl chez les Aztèques, Kukulcán chez les Mayas. Ces figures de dieux civilisateurs venus de loin ont alimenté des spéculations sur des contacts avec des civilisations perdues ou même extraterrestres. Graham Hancock, dans son livre L'empreinte des dieux, publié en 1995, proposa que ces mythes reflètent une réalité historique. Une civilisation avancée, détruite lors de la fin de l'ère glaciaire, aurait essaimé des survivants qui apportèrent leurs connaissances aux peuples émergents du monde entier. Cela expliquerait les similitudes dans les mythes de déluge, les architectures mégalithiques et les connaissances astronomiques anciennes. Cette théorie est fascinante, mais hautement controversée. Les archéologues orthodoxes la rejettent fermement, arguant que les similitudes culturelles s'expliquent par la convergence évolutive et les universaux humains, non par la diffusion depuis une source commune. Les pyramides d'Égypte et d'Amérique centrale, par exemple, sont superficiellement similaires, mais construites avec des techniques différentes et séparées par des millénaires. Hancock et d'autres chercheurs alternatifs pointent vers des anomalies archéologiques qui, selon eux, ne sont pas expliquées par l'histoire conventionnelle. Les pierres de Baalbek au Liban, pesant jusqu'à 1000 tonnes, font partie d'un temple romain, mais reposent sur des fondations plus anciennes. Comment les Romains, ou les peuples qui les précédèrent, ont-ils déplacé de tels blocs? Les techniques proposées impliquent des rampes, des leviers et une main-d'œuvre massive. Mais les détails restent débattus. Les lignes de Nazca au Pérou, tracées entre 500 avant et 500 après Jésus-Christ par la culture Nazca, sont d'immenses géoglyphes, visibles seulement du ciel. Pourquoi les Nazca ont-ils créé ces figures, certaines longues de plusieurs centaines de mètres, représentant des animaux, des plantes, des formes géométriques? Les explications varient. Rituels religieux liés à l'eau, astronomie, chemin cérémoniel. Certains y voient des pistes d'atterrissage pour visiteurs extraterrestres, mais cette théorie est rejetée par les archéologues, qui trouvent des explications culturelles et rituelles plus cohérentes. Pumapunku, en Bolivie, près de Tiwanaku, est un complexe de ruines datant d'environ 600 après Jésus-Christ. Les blocs de pierre, certains pesant plus de 100 tonnes, sont taillés avec une précision remarquable, présentant des angles droits parfaits et des surfaces planes. Des encoches et des canaux suggèrent un système d'assemblage modulaire. Comment les Tiwanaku, sans outils métalliques avancés, ont-ils réalisé cela? Les expérimentations modernes montrent que des outils de pierre, combinés avec du sable abrasif, peuvent tailler même les pierres les plus dures. Les sociétés anciennes disposaient de plus de temps et de main-d'œuvre que nous l'imaginons. Ce qui nous semble impossible était simplement le résultat de patience, de savoir-faire et d'organisation. Mais l'absence de traces écrites à Tiwanaku et la relative méconnaissance de cette culture laissent place aux spéculations.
Ces sites remarquables montrent que les civilisations anciennes possédaient des compétences et des connaissances impressionnantes. Mais faut-il invoquer des civilisations perdues antérieures ou des interventions extraterrestres pour les expliquer? Ou devons-nous simplement reconnaître que nos ancêtres étaient plus ingénieux et capables que nous ne le supposons? La question centrale reste: peut-on trouver des preuves matérielles de civilisations avancées antérieures aux premières cités historiques? Les défis sont immenses. L'érosion, la tectonique des plaques, la montée des mers et les activités humaines ultérieures ont effacé ou masqué la plupart des traces anciennes. Les matériaux organiques comme le bois, le tissu, le papyrus disparaissent en quelques siècles dans des conditions normales. Même la pierre peut se dégrader. Si une civilisation avancée existait il y a 15 000 ans, que resterait-il aujourd'hui? Probablement très peu. Les métaux se corrodent, les constructions s'effondrent ou sont ensevelies. Seules les structures les plus massives, en pierre, dans des environnements favorables, survivraient. Et encore, elles pourraient être méconnaissables, confondues avec des formations naturelles. Les géologues cherchent des marqueurs de civilisation dans les strates géologiques. Notre propre civilisation industrielle laisse une empreinte claire. Plastique, isotopes radioactifs artificiels, modification massive du paysage. Ces traces seront décelables dans les couches géologiques pendant des millions d'années. Mais une civilisation pré-industrielle, même avancée, laisserait beaucoup moins de traces. Quelques artefacts dispersés peut-être, et des modifications locales de la végétation ou du sol. En 2018, les scientifiques Gavin Schmidt et Adam Frank publièrent un article provocateur intitulé « L'hypothèse silurienne ». Ils posèrent la question: si une civilisation industrielle avait existé sur Terre il y a des millions d'années, des dizaines de millions d'années avant l'humanité, serions-nous capables de la détecter? Leur conclusion était troublante. Probablement pas, si elle avait duré seulement quelques millions d'années. Les seules traces seraient des anomalies géochimiques subtiles dans les roches sédimentaires. Cet article ne suggérait pas qu'une telle civilisation ait existé, mais soulignait les limites de notre capacité à détecter les traces de civilisations anciennes. Si des millions d'années effacent presque tout, que dire de 15 000 ans? Une civilisation côtière, engloutie par la montée des mers, construisant en bois et en terre, ne laisserait que des indices fragmentaires, difficiles à trouver et à interpréter. Certains artefacts découverts ne correspondent pas au schéma historique conventionnel. Le mécanisme denticitaire, par exemple, est un artefact grec datant d'environ 100 avant Jésus-Christ, découvert dans une épave en 1901. Il s'agit d'un dispositif à engrenage extrêmement complexe, capable de calculer les positions astronomiques et les éclipses. Sa sophistication est si grande qu'aucun objet comparable n'apparaît dans les archives historiques avant le XIVe siècle. Ce mécanisme démontre que les Grecs anciens possédèrent des connaissances en mécanique de précision bien supérieures à ce qu'on supposait. Il ne suggère pas une civilisation perdue, mais il rappelle que nos connaissances sur les capacités anciennes sont incomplètes. Combien d'autres dispositifs similaires ont existé et ont disparu sans laisser de traces? Les cartes anciennes posent aussi des questions. La carte de Piri Reis a déjà été mentionnée. D'autres cartes médiévales et de la Renaissance montrent des détails géographiques qui semblent inexplicables. La carte d'Oronteus Finneus de 1531 montre l'Antarctique avec des fleuves et des montagnes, suggérant une connaissance du continent avant son englacement. Mais les experts pensent que ces cartes sont le résultat de spéculations et d'erreurs de copie, non de connaissances anciennes authentiques. Charles Hapgood, dans Les cartes des anciens rois de la mer, proposa que certaines cartes médiévales auraient été copiées de sources antiques très anciennes, peut-être datant de civilisations préhistoriques avancées. Cette théorie a attiré l'attention, notamment celle d'Albert Einstein, qui écrivit une préface encourageante au livre de Hapgood. Mais les géographes et historiens modernes ont démontré que les cartes en question peuvent être expliquées par les connaissances et les erreurs de leur époque sans invoquer des sources mystérieuses. Les connaissances astronomiques anciennes sont un autre domaine où certains voient des indices de civilisation perdue.
De nombreuses structures anciennes montrent des alignements précis avec des événements astronomiques, solstices, équinoxes, levées d'étoiles. Stonehenge en Angleterre, construit entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ, est aligné sur le solstice d'été. Les pyramides de Gizeh en Égypte sont orientées avec une précision remarquable vers les points cardinaux. Les Mayas possédaient un calendrier extrêmement précis, calculant l'année solaire à 365,2082 jours, très proche de la valeur moderne de 365,2422 jours. Ils suivaient les cycles de Vénus, prédisaient les éclipses et développèrent des systèmes numériques complexes incluant le concept de zéro, indépendamment d'autres cultures. Comment des peuples anciens, sans télescope ni instruments modernes, ont-ils atteint une telle précision? Par l'observation patiente et systématique sur des générations. Les prêtres astronomes consacraient leur vie à surveiller le ciel, enregistrant les mouvements des astres. Ces connaissances étaient cumulatives, transmises et raffinées sur des siècles. Certains chercheurs comme Graham Hancock suggèrent que ces connaissances pourraient provenir d'une source plus ancienne, une civilisation antérieure possédant une astronomie avancée. Mais les archéologues montrent que l'évolution des connaissances astronomiques peut être tracée progressivement dans chaque culture. Les Mayas ne sont pas apparus soudainement avec leur calendrier parfait. Ils l'ont développé sur plus de 1000 ans. La précession des équinoxes, le lent mouvement de l'axe terrestre sur un cycle de 25 772 ans, était connu des Grecs anciens. Hipparque l'a découvert vers 130 avant Jésus-Christ. Certains affirment que des cultures bien plus anciennes connaissaient ce phénomène, encodé dans leurs mythes et monuments. Les indices sont ténus et débattus. Le sphinx de Gizeh, par exemple, est traditionnellement daté du règne de Khéphren, vers 2500 avant Jésus-Christ. Mais John Anthony West et Robert Schoch ont suggéré dans les années 90 que l'érosion visible sur le corps du sphinx serait due à l'eau, non au vent et au sable. Cela impliquerait que le sphinx aurait été sculpté avant la dernière période de pluie intense en Égypte, soit avant 7500 avant Jésus-Christ. Cette théorie est fortement contestée. La plupart des égyptologues pensent que l'érosion est due au vent chargé de sable et aux restaurations humaines ultérieures. Attribuer le sphinx à une période antérieure nécessiterait de revoir toute l'histoire égyptienne, sans preuve archéologique solide. Pourtant, le débat persiste, alimenté par le fait que nous ne comprenons pas complètement tous les aspects de cette monumentale statue. Les pyramides elles-mêmes suscitent des questions sans fin. Comment les Égyptiens de l'Ancien Empire ont-ils construit la grande pyramide de Khéops, haute de 146 mètres, composée de 2,3 millions de blocs de pierre, certains pesant jusqu'à 80 tonnes? Les théories abondent. Rampe droite, rampe en spirale, rampe interne, levier, contrepoids. Des expérimentations ont montré que ces méthodes sont possibles, mais aucun consensus définitif n'existe. Mark Lehner et Zahi Hawass, deux des plus grands spécialistes des pyramides, ont mené des recherches approfondies sur les techniques de construction. Ils ont identifié des camps de travailleurs, des outils, des graffitis laissés par les équipes de construction. Les pyramides furent construites par des travailleurs égyptiens qualifiés et bien nourris, non par des esclaves et certainement pas par des extraterrestres. Mais les détails précis de l'organisation du chantier restent partiellement mystérieux. Ces mystères architecturaux ne nécessitent pas d'invoquer des civilisations perdues ou des technologies oubliées. Ils témoignent de la capacité humaine à surmonter des défis immenses avec les moyens disponibles. Mais ils rappellent aussi que nos ancêtres possédaient des savoir-faire que nous avons perdus. Non parce qu'ils étaient magiques, mais parce qu'ils étaient hautement spécialisés et transmis oralement ou par apprentissage pratique. Le concept de connaissance perdue est séduisant. L'idée que les anciens savaient des choses que nous avons oubliées, que des bibliothèques entières furent détruites, que des secrets furent jalousement gardés puis perdus. Il y a une part de vérité dans tout cela. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple, représente une perte culturelle immense.
des milliers de manuscrits anciens, contenant la somme des connaissances grecques, égyptiennes et orientales, disparurent. Mais cette destruction ne fut pas soudaine. La bibliothèque déclina sur plusieurs siècles, victime de négligence, de conflits et de changements politiques. Beaucoup de textes avaient déjà été copiés et préservés ailleurs. La majorité de la littérature grecque classique que nous connaissons aujourd'hui survécut grâce à des copies médiévales réalisées par des moines chrétiens et des érudits arabes. Les Arabes, justement, jouèrent un rôle crucial dans la préservation et la transmission des connaissances anciennes. Entre le 8e et le 13e siècle, le monde islamique connut un âge d'or intellectuel. Bagdad, sous le califat abbasside, devint un centre de savoir. La maison de la sagesse traduisit d'innombrables textes grecs, persans et indiens en arabe. Les savants musulmans développèrent l'algèbre, l'optique, la médecine, l'astronomie. Sans cette transmission arabe, l'Europe médiévale n'aurait pas eu accès à Aristote, Ptolémée, Euclide. La Renaissance aurait été impossible. Ce rappel historique souligne que les connaissances ne sont jamais totalement perdues tant qu'il existe des gens pour les transmettre. Mais il montre aussi que des pans entiers du savoir peuvent disparaître si les conditions culturelles et politiques ne favorisent pas leur préservation. Des civilisations entières ont disparu sans laisser de traces écrites. Les peuples de la vallée de l'Indus, les Minoens, les Étrusques avaient des systèmes d'écriture que nous ne pouvons pas déchiffrer ou que nous comprenons mal. Quelles connaissances contenaient ces textes ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Cela alimente l'imagination. Ces cultures possédaient-elles des secrets que nous avons perdus ? Probablement, elles connaissaient des techniques agricoles, des recettes médicinales, des itinéraires commerciaux, des rituels religieux qui nous sont inconnus. Mais rien n'indique qu'elles possédaient des technologies radicalement supérieures aux autres civilisations contemporaines. L'absence de preuves n'est pas une preuve d'absence, certes, mais en science, les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Le mythe des civilisations antédiluviennes joue un rôle psychologique important. Il représente une nostalgie pour un passé idéalisé, un âge d'or où les humains vivaient en harmonie, possédaient une sagesse supérieure et maîtrisaient des connaissances perdues. Cette nostalgie est universelle, présente dans toutes les cultures. Les Grecs parlaient de l'âge d'or de Chronos. Les Romains idéalisaient la République primitive. Les chrétiens rêvent de l'Éden. Les philosophes des Lumières imaginaient un état de nature innocent. Mais cette nostalgie est souvent trompeuse. Le passé n'était pas un âge d'or. La vie était brutale, courte, marquée par la maladie, la violence et l'ignorance. Les progrès de la médecine, de la technologie, des droits humains sont réels et immenses. Romantiser les civilisations perdues peut conduire à dévaloriser les accomplissements modernes et à nourrir des idéologies réactionnaires. Cependant, le mythe des civilisations perdues contient aussi un avertissement valable. Des sociétés complexes, prospères, ont effectivement disparu. Les Mayas, l'île de Pâques, les Anasasis du sud-ouest américain. Ces effondrements ont des causes multiples: dégradation environnementale, conflits, changements climatiques, épidémies. Ils rappellent la fragilité de la civilisation. Nous ne sommes pas à l'abri. Le changement climatique actuel, la perte de biodiversité, l'épuisement des ressources posent des défis existentiels. Si nous échouons à les gérer, notre propre civilisation pourrait rejoindre la liste des mondes perdus. Et dans des millénaires, des archéologues futurs pourraient fouiller nos ruines, se demandant comment nous avons disparu, créant peut-être leur propre mythe sur notre époque. Les récits de déluges et de catastrophes ne sont pas seulement des souvenirs de la fin de l'ère glaciaire. Ils sont des métaphores de la vulnérabilité humaine face aux forces naturelles. Chaque génération connaît ses propres catastrophes: tremblements de terre, éruptions volcaniques, tsunamis, pandémies. Ces événements marquent la mémoire collective, se transmettent et se transforment en mythes. Le tsunami de l'océan Indien en 2004 tua plus de 230 000 personnes. Si cet événement était survenu il y a 3000 ans,
il aurait sans doute généré des légendes de dieux en colère et de mondes engloutis. Les mythes anciens de déluge pourraient ainsi être la mémoire accumulée de multiples catastrophes locales, amalgamées et amplifiées au fil des siècles. Alors, que conclure? Existait-il vraiment des civilisations avancées avant l'histoire enregistrée? Des Lémurias, des Mu, des Atlantides? Les preuves matérielles font cruellement défaut. Aucune structure, aucun artefact indiscutable n'a été découvert qui démontre l'existence de civilisations sophistiquées avant 6000 ans. Les anomalies archéologiques s'expliquent généralement par des moyens conventionnels, même si certains détails restent débattus. Cependant, notre connaissance du passé est incomplète. La plus grande partie de l'histoire humaine se déroula avant l'invention de l'écriture. Des millions de générations ont vécu, aimé, construit, sans laisser de traces écrites. Les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique n'étaient pas des primitifs stupides. Ils connaissaient leur environnement avec une intimité que nous avons perdue, possédaient des compétences de survie extraordinaires, créaient de l'art rupestre magnifique. Les peintures de Lascaux, de Chauvet, datant de 30 000 ans, montrent une maîtrise artistique époustouflante. Les artistes paléolithiques comprenèrent la perspective, le mouvement, l'anatomie animale. Ils utilisaient des techniques sophistiquées, mélange de pigments, utilisation du relief rocheux, création d'effets tridimensionnels. Ces œuvres ne sont pas inférieures aux productions de civilisations ultérieures. Si les humains du Paléolithique possédaient de telles capacités artistiques et cognitives, pourquoi n'auraient-ils pas pu, dans certaines régions favorables, développer des sociétés plus complexes que ce que nous supposons? Göbekli Tepe suggère que c'est possible. D'autres sites attendent peut-être d'être découverts, enfouis sous des mètres de sédiments ou submergés sous les océans. L'exploration des fonds marins n'en est qu'à ses débuts. Les technologies de cartographie sous-marine s'améliorent constamment. Des projets comme Seabed 2030 visent à cartographier l'intégralité des fonds océaniques d'ici 2030. Ces efforts pourraient révéler des structures insoupçonnées ou confirmer qu'il n'y a rien de tel. Dans tous les cas, ils apporteront des réponses. En attendant, les mythes de Lémuria, Mu et Atlantide continueront d'inspirer. Ils sont plus que des légendes. Ce sont des fenêtres sur nos peurs, nos espoirs et notre relation au passé. Ils posent des questions fondamentales sur la nature de la civilisation, la mémoire collective et la transmission du savoir. Ils nous rappellent que le temps efface tout. Les empires s'effondrent, les villes sont oubliées, les langues meurent. Dans quelques siècles, que restera-t-il de notre propre époque? Si nos descendants perdaient l'accès aux livres, aux ordinateurs, aux bases de données, que seraient-ils de nous? Probablement très peu. Nous deviendrions à notre tour un mythe, une légende de géants qui construisaient des tours touchant les nuages et communiquaient instantanément à travers le monde. Cette perspective nous enseigne l'humilité. Nous ne sommes pas le sommet de l'histoire humaine, seulement un chapitre. D'autres nous ont précédés, d'autres nous suivront. Les mythes de civilisation perdue sont un pont entre ces époques, un fil ténu reliant le passé au présent. Récemment, certains chercheurs adoptent une approche nuancée. Ils reconnaissent que la dichotomie stricte entre chasseurs-cueilleurs primitifs et civilisation urbaine complexe est trop simpliste. Des sociétés intermédiaires, complexes mais non urbaines, ont existé. Les constructeurs de tumuli en Amérique du Nord, par exemple, créèrent des structures monumentales sans développer de ville. Le site de Poverty Point en Louisiane, datant de 1600 avant Jésus-Christ, montre une organisation sociale sophistiquée, sans agriculture intensive ni écriture. Ces découvertes suggèrent que la civilisation n'est pas un concept binaire. Il existe un spectre de complexité sociale. Des groupes humains peuvent atteindre des niveaux élevés d'organisation, d'art et de rituels, sans nécessairement développer tous les marqueurs traditionnels de la civilisation, ville, écriture, métallurgie. Si on adopte cette vision plus flexible, alors oui, des sociétés avancées dans certains domaines ont pu exister bien avant les premières cités sumériennes. Elles n'avaient peut-être pas d'écriture, mais possédaient des traditions orales riches. Elles ne construisaient pas de pyramides,
mais érigeaient des mégalithes. Elles ne forgeaient pas de métaux, mais taillaient la pierre avec une précision remarquable. Ces sociétés ont laissé des traces. Göbekli Tepe, les sites mégalithiques de Karnak en Bretagne, les structures de pierre au Royaume-Uni comme Avebury et Stonehenge. Ces monuments témoignent de populations capables de projets à long terme, nécessitant coordination, planification et transmission de savoir-faire. Pourquoi ces sociétés n'ont-elles pas évolué en civilisation urbaine? Peut-être l'ont-elles fait, mais leurs villes en matériaux périssables ont disparu sans trace. Ou peut-être ont-elles consciemment choisi un autre chemin, privilégiant l'harmonie avec la nature, plutôt que la croissance démographique et technologique. Les peuples amazoniens actuels possèdent des connaissances botaniques et écologiques extraordinaires, mais ne construisent pas de villes. Leur primitivisme apparent cache une sophistication adaptée à leur environnement. L'ethnocentrisme occidental a longtemps jugé les cultures non urbaines comme inférieures. Cette vision change. On reconnaît désormais que la diversité des modes de vie humains est une richesse, que différentes sociétés résolvent différemment les défis de l'existence. Il n'y a pas qu'un seul chemin vers la civilisation. Dans ce contexte, chercher des Atlantides ou des Lémurias au sens de super-civilisation technologique est peut-être vain. Mais chercher des sociétés complexes, aujourd'hui oubliées ou mal comprises, ayant développé des savoirs uniques, est une quête légitime. Ces sociétés ont existé. Certaines laissèrent des traces, d'autres disparurent complètement. Les traditions orales sont un réservoir de mémoire historique souvent sous-estimé. En Australie, les aborigènes transmettent des récits depuis des dizaines de milliers d'années. Certains récits décrivent des paysages aujourd'hui submergés, ponts terrestres, îles disparues. Les géologues ont confirmé que ces descriptions correspondent à la géographie d'il y a 10 à 12 000 ans. Cela démontre que la tradition orale peut préserver des informations sur des millénaires. Si les aborigènes australiens ont conservé la mémoire de paysages antédiluviens, pourquoi d'autres peuples n'auraient-ils pas fait de même? Les récits de déluge, de terres englouties, pourraient être des souvenirs réels, déformés par le temps, mais enracinés dans des événements historiques. Cela ne signifie pas que l'Atlantide de Platon ait existé tel qu'il l'a décrit, mais cela suggère que derrière les mythes se cachent souvent des graines de vérité. Le défi est de les identifier, de séparer le souvenir historique de l'embellissement mythologique. C'est un travail interdisciplinaire, nécessitant archéologie, géologie, linguistique, anthropologie. Des projets récents commencent à explorer cette voie. Des chercheurs étudient les traditions orales des peuples du Pacifique, comparant leurs récits aux données géologiques et archéologiques. Des mythes de volcans, de tremblements de terre, de tsunamis sont corrélés avec des événements géologiquement datés. Cette approche valide certains récits mythologiques comme mémoire d'événements réels. Dans les Andes, des légendes parlent d'une grande cité au bord d'un lac, engloutie par un cataclysme. En 2000, des archéologues ont découvert au fond du lac Titicaca des ruines de temples et de terrasses datant de plus de 1500 ans. Le mythe avait un fondement réel. Ces découvertes encouragent une approche plus respectueuse des traditions orales. Elles ne sont pas que des fables, mais des archives de mémoire collective, codant des informations sur l'histoire, l'environnement, les catastrophes. Déchiffrer ce code nécessite patience et ouverture d'esprit. Les civilisations antédiluviennes, qu'elles soient nommées Lémuria, Mu, Atlantide ou autrement, représentent plus qu'une curiosité archéologique. Elles incarnent la quête humaine pour comprendre ses origines, pour trouver un sens dans le chaos du temps. Elles posent des questions sur la mémoire, l'oubli et la transmission. Nous vivons dans une époque d'abondance informationnelle. Chaque jour, des exaoctets de données sont créés. Pourtant, l'information numérique est fragile. Les formats deviennent obsolètes, les supports se dégradent, les serveurs tombent en panne. Dans 1000 ans, que restera-t-il de notre monde numérique? Peut-être rien. Les parchemins médiévaux survivent mieux que les disquettes des années 80.
Cette fragilité nous rapproche de nos ancêtres. Eux aussi ont vu leur monde disparaître, leurs connaissances se perdre, les bibliothèques brûlées, les langues oubliées, les traditions interrompues. Chaque génération doit réapprendre, reconstruire, souvent en repartant de zéro. Les mythes de civilisation perdue nous avertissent. Rien n'est permanent. Même la plus grande civilisation peut tomber, être oubliée, réduite à quelques ruines énigmatiques ou à des légendes. C'est à la fois terrifiant et libérateur. Terrifiant parce que notre propre monde pourrait suivre ce chemin. Libérateur parce que cela relativise nos certitudes, nos prétentions, notre orgueil. Les anciens bâtisseurs de Göbekli Tepe, les navigateurs polynésiens qui peuplèrent le Pacifique, les habitants de l'île de Pâques qui dressèrent les Moai, tous ont disparu. Mais leurs œuvres demeurent, témoignages silencieux de leur passage. Ils nous parlent à travers les millénaires, nous rappelant que l'esprit humain, sa créativité, sa quête de sens, transcendent les époques. Peut-être que l'existence réelle de Lémuria ou d'Atlantide importe moins que ce qu'elle symbolise. Elles sont le miroir de nos aspirations et de nos peurs. L'aspiration à la grandeur, à la connaissance, à l'harmonie. La peur de la perte, de l'oubli, de la catastrophe. En cherchant ces continents perdus, nous cherchons en réalité à nous comprendre nous-mêmes, à comprendre comment les civilisations naissent, prospèrent et meurent, à apprendre de leurs erreurs et de leurs succès, à préserver notre propre monde d'un sort similaire. Les océans gardent leurs secrets jalousement. Sous des kilomètres d'eau et des mètres de sédiments reposent peut-être des villes oubliées, des temples engloutis, des traces de peuples dont nous ne connaissons même pas le nom, ou peut-être pas. Peut-être que le plancher océanique ne cache que des formations naturelles, des coraux, des roches volcaniques. Seul le temps et la recherche le diront. La science progresse. Chaque année, de nouvelles découvertes remettent en question nos certitudes. Göbekli Tepe fut découvert il y a seulement 30 ans. Combien d'autres sites attendent encore, enfouis sous les déserts, les jungles, les océans? L'archéologie est une science jeune, avec d'immenses territoires inexplorés. Il est important de garder un esprit ouvert, sans tomber dans la crédulité. De reconnaître les limites de nos connaissances, sans accepter n'importe quelle théorie farfelue. De respecter les traditions et les mythes sans les prendre pour argent comptant. C'est un équilibre délicat entre scepticisme et curiosité. Les pseudo-archéologues qui affirment que les pyramides furent construites par des extraterrestres ou que l'Atlantide possédait des lasers discréditent la recherche légitime sur les anomalies archéologiques. Ils mélangent faits et fiction, séduisant le public avec des histoires spectaculaires mais sans fondement. Ils détournent l'attention des vraies questions et des vraies découvertes. En même temps, un scepticisme trop rigide peut étouffer l'innovation. Beaucoup de découvertes majeures furent initialement rejetées par l'establishment académique. La dérive des continents, proposée par Alfred Wegener en 1912, fut ridiculisée pendant 50 ans avant d'être acceptée. L'impact d'astéroïdes à l'origine de l'extinction des dinosaures, suggéré en 1980, rencontra une forte résistance avant de devenir consensus. La bonne science nécessite à la fois ouverture aux idées nouvelles et rigueur dans l'évaluation des preuves. Les civilisations antédiluviennes, si elles ont existé, doivent laisser des traces. Ces traces doivent être cherchées méthodiquement, analysées rigoureusement, et les conclusions doivent rester provisoires, sujettes à révision.